tutoriel consacré au PHP. Dans ce tutoriel, on va voir les chaînes de caractères, des conditions, puis les boucles. Donc pour commencer, les chaînes de caractères. Alors, les chaînes de caractères, appelées aussi string, donc c'est des contenus en fait qui vont contenir donc toute une suite donc de mots, de lettres, etc. Donc en fait, ça va contenir tout ce qui est texte. Donc les chaînes de caractères sont délimitées par des guillemets. Donc vous avez deux manières en fait de pouvoir déclarer une chaîne de caractères. Donc ici vous avez deux variables, donc string 1 et string 2. Donc la première en fait déclare une chaîne de caractères avec des guillemets simples, tandis que la seconde déclare une chaîne de caractères avec des guillemets doubles. Donc on va voir au cours des slides suivantes en fait la différence qui existe lors d'utilisation d'un guillemet simple ou d'un guillemet double, parce qu'on n'aura pas forcément le même résultat au niveau de l'affichage pour l'utilisateur. Donc afficher une chaîne de caractères. Alors en PHP, vous avez plusieurs manières d'afficher une chaîne de caractères. Vous avez en fait des instructions echo et print qui vous permettent d'afficher donc les chaînes de caractères contenues dans les variables. Donc comme dans l'exemple précédent, donc j'ai deux variables. Donc avec je suis une chaîne de caractères pour string 1 et pour string 2, je suis une chaîne de caractères. Donc j'ai mis un petit indice 1 et 2 pour pouvoir différencier les deux chaînes. Donc j'utilise dans un premier temps l'instruction echo et dans un deuxième temps l'instruction print. Ensuite, dans mon navigateur, j'obtiens ce résultat. Donc vous voyez bien que les chaînes s'affichent sans problème et qu'on affiche bien le contenu de nos variables. Ensuite, l'affichage de variables. Alors si donc vous interagissez donc avec l'utilisateur, il y a de fortes chances pour lesquelles vous allez afficher donc des variables qui sont connues sur votre serveur. Donc un exemple simple, imaginez vous avez un utilisateur qui est connecté sur votre site. Eh bien, vous voulez par exemple afficher un message bonjour utilisateur, donc utilisateur représentant son nom, et bienvenue sur le site. Donc voilà un exemple donc, qui illustre ce cas-là. Donc j'ai créé une variable donc n qui a pour valeur 20, 20 étant un chiffre. Ensuite j'ai deux chaînes de caractères, donc une déclarée avec un guillemet simple et l'autre avec un guillemet double. Donc vous voyez que les deux variables sont identiques à ceci près qu'on voit une différence au niveau de la coloration syntaxique. Donc vous voyez que pour le code simple, donc la chaîne de caractères est en vert, y compris donc le $n représentant donc la variable. Et au niveau de la seconde, on voit que le $n est en rouge. Donc déjà, ça nous indique que probablement on n'aura pas le même résultat au niveau de l'affichage. Ensuite, pour afficher donc mes deux chaînes de caractères, j'utilise l'instruction echo. Et j'obtiens ce résultat. Alors vous voyez que pour string 1, la variable en fait n'est pas remplacée par sa valeur. En fait, le navigateur nous affiche $n. Tandis que pour la seconde chaîne, on voit que effectivement la valeur de la variable nous est affichée. Du coup, on peut en déduire que si vous déclarez une chaîne de caractères avec un guillemet simple, en fait, vous n'allez pas pouvoir afficher la valeur de votre variable, parce qu'en fait, PHP ne va pas remplacer du coup le nom de la variable par sa valeur. Tandis que si vous déclarez une chaîne de caractères avec un double quote, PHP en fait va tout simplement remplacer donc le nom de la variable qui est contenu dans votre chaîne de caractères par sa valeur. Ensuite, l'échappement. Donc l'échappement, c'est une notion relativement importante si par exemple vous voulez utiliser des guillemets ou des anti-slash dans une chaîne de caractères. Et aussi si vous voulez afficher par exemple le nom de une de vos variables. Donc un premier exemple, donc si jamais vous voulez utiliser donc un guillemet dans votre chaîne de caractères. Donc pour cela, on va utiliser l'anti-slash. Donc l'anti-slash en fait c'est un élément qui va vous permettre donc de dire à PHP cet élément là, l'élément qui se trouve juste après mon anti-slash, il faut le considérer comme un membre à part entière de ma chaîne. Donc imaginez là par exemple s'il n'y avait pas eu l'anti-slash, PHP il aurait pensé que la chaîne de caractères en fait c'était juste hello. Et du coup il y aurait eu une erreur parce qu'il y aurait un guillemet déclaré plus tard quoi. Donc ensuite, j'utilise donc l'instruction echo pour pouvoir afficher ma chaîne de caractères. Et vous voyez que comme résultat sur le navigateur, on a bien donc le guillemet qui est affiché correctement sans erreur. Un second exemple maintenant, si vous voulez par exemple afficher donc un anti-slash. Donc si jamais vous mettez juste un anti-slash simple, il ne sera jamais affiché. De plus, là j'ai mis l'anti-slash mais au niveau du guillemet, donc à la fin de votre chaîne de caractères. Donc si
vous mettez donc un anti-slash à la fin de votre chaîne, ben PHP va penser que vous voulez en fait échapper le dernier guillemet. Donc si jamais vous faites ça, bah il n'y aura pas en fait de fin à votre chaîne de caractères. Donc ici, bah, j'ai directement déclaré donc, la chaîne de caractères pour qu'elle soit affichée directement. Donc j'ai pas créé une variable, je la mets directement dans l'instruction. Donc là, comme résultat, bah, j'obtiens tout simplement donc hello world suivi de l'anti-slash. Ensuite, un dernier exemple donc de l'échappement. Donc en fait là, j'ai créé donc une variable donc i qui a pour valeur 5. Et en fait, je veux l'afficher, mais je veux pouvoir visualiser donc le nom de la variable. Donc j'ai écrit donc echo, donc utiliser l'instruction echo donc de anti-slash $i égale 5. Donc si jamais j'avais pas eu l'anti-slash, bah il m'aurait affiché donc 5 égale 5. Mais vu que j'ai mis l'anti-slash, bah euh, PHP du coup il va dire bah du coup bah le $i, bah le dollar surtout je le considère comme comme un caractère à part entière. Du coup, ce qui va faire que en résultat navigateur, on va avoir $i est égal à 5. Ensuite, la concaténation. Alors, la concaténation, elle va vous être aussi pratique. Donc, imaginons là, nous avons deux chaînes de caractères. Donc, la première, string, qui est égale donc à nous sommes en, et la deuxième, donc date, qui est égale à 2016, avec un point d'exclamation. Donc, pour pouvoir en fait rassembler ces deux chaînes, donc c'est ce que représente la concaténation, on utilise un opérateur, le point. Et en fait, ce point va nous permettre donc de rassembler ces deux chaînes. Donc, j'ai créé une troisième variable donc, qui s'appelle phrase, qui donc contient donc string.date. Et du coup, on doit avoir comme résultat, donc nous sommes en 2016, soit le rassemblement des deux chaînes de caractères. Donc pour pouvoir afficher ensuite la variable phrase, j'utilise l'instruction echo. Et vous voyez qu'on a bien en résultat sur le navigateur, nous sommes en 2016. Maintenant les conditions. Alors si vous voulez créer donc des programmes un peu complexes, donc qui puissent faire davantage de choses, vous allez avoir besoin de conditions. Donc les conditions vont pouvoir vous permettre de distinguer différents cas. Donc par exemple, vous avez un champ dans un champ, par exemple un champ input sur votre page internet et vous voulez savoir si c'est une chaîne de caractères ou si ça correspond à telle chaîne, etc. Donc pour ça, on utilise donc des opérateurs. Donc il y a différents opérateurs. Donc on va voir les opérateurs pour les conditions. Donc il en existe donc quelques-uns. Donc voici un tableau donc, exhaustif des différents opérateurs alliés à des conditions. Donc $a et $b sont deux variables, donc deux valeurs quelconques. Et ensuite vous voyez qu'il y a des opérateurs qui se placent entre ces deux variables. Donc chaque opérateur a une signification. Donc par exemple le premier, vous avez $a égale $b. Et vous voyez qu'en fait le résultat c'est ça retourne vrai si $a est égal à $b. Alors à chaque fois que vous allez écrire une condition, cette condition va vous renvoyer soit vrai, soit faux. Donc si jamais elle retourne vrai, ça veut dire que la condition est respectée. Si elle retourne false, donc faux, elle ne sera pas respectée. Donc je vous laisse regarder un peu les différentes conditions. Donc vous en avez quelques-unes, hein. Le triple égal pour savoir si les deux variables sont du même type. Le point d'exclamation suivi de l'égal pour savoir si les deux variables sont différentes. Ensuite le supérieur, l'inférieur, le supérieur égal ou l'inférieur égal. Ensuite, vous avez d'autres sortes d'opérateurs, c'est les opérateurs logiques. Donc les opérateurs logiques, ils vont vous être pratiques si vous voulez mixer des conditions. Donc par exemple, si vous voulez faire un intervalle, donc par exemple, vous avez une variable et vous voulez savoir si elle est comprise dans un intervalle. Donc par exemple, vous avez une variable a et vous voulez savoir par exemple si elle est comprise entre 0 et 100. Donc vous allez d'abord faire en utilisant les opérateurs en- les opérateurs qu'on a vu précédemment, les opérateurs de comparaison, pour savoir si a par exemple est supérieur à 0 et du coup inférieur à 100 si vous voulez avoir une variable comprise entre 0 et 100. Donc voici différents opérateurs logiques à utiliser dans vos conditions. Donc vous avez le AND et une autre manière d'écrire le AND, donc avec un double et commercial. Et en fait ça vous permet de savoir si A et B sont vraies. Donc par exemple vous avez deux conditions, si les deux conditions sont vraies, à ce moment-là, la condition de, le rassemblement des deux conditions sera vrai aussi. Ensuite, vous avez le ou, donc savoir si l'une ou deux des conditions est vraie. Et ensuite, vous avez le XOR ou encore le nom, euh, le nom de la condition,
le nom de la A. Donc par exemple si A est vrai, bah à ce moment-là, bah ça va retourner faux quoi. Voilà. Donc ensuite, ces différentes conditions peuvent être alliées à, euh, à des structures en fait conditionnelles. Donc vous avez par exemple les if et les switch, donc qui se ressemblent. Donc le if en fait, ça a cette syntaxe là, et à l'intérieur donc à la place de conditions, vous allez pouvoir mettre vos conditions. Donc par exemple quelque chose donc i supérieur à 100, 50, etc. Donc si jamais donc cette condition donc, est respectée, à ce moment-là on rentre dans la boucle if, et si jamais elle n'est pas respectée, on rentrera dans le else, sachant que ce sera soit l'un soit l'autre. Ensuite, vous avez le switch. Donc le switch, il est un peu comparable en fait au if, mais on peut dire que c'est un if en cascade en fait. Donc le switch, en fait, ça prend en paramètre une expression, et cette expression, en fait, elle va être checkée entre guillemets à travers des cas. Donc chaque cas donc est différent, et si jamais donc l'expression est égale à un cas, bah on va exécuter le code à l'intérieur de ce cas. Donc là, vous voyez, vous avez l'expression, donc case K1. Si jamais donc expression est égale à K1, bah on va exécuter le code qui est à l'intérieur de ce cas. C'est pareil donc pour K2. Et ensuite, vous avez default. Donc default, en fait, c'est un cas par défaut. Donc si jamais aucune condition n'est vérifiée, bah le switch va exécuter en fait ce cas par défaut. À noter que vous voyez qu'on a mis donc des breaks après les cas et default. Parce que si jamais en fait vous ne mettez pas ces breaks, bah le switch il va continuer à checker si il y a d'autres conditions qui sont remplies. Tandis que si vous faites ça, bah dès que votre cas trouvé est exécuté, bah le switch va s'arrêter, tout simplement. Donc voici un exemple de code pour le if. Donc ici j'ai deux variables a et b. Donc je regarde si a et b sont égaux. Donc si la condition est vraie, à ce moment-là je vais afficher grâce à l'instruction echo la variable $a est égale à la variable $b. Sinon, si la condition est fausse, donc si $a n'est pas égal à $b, je vais afficher la variable $a n'est pas égale à la variable $b. Ensuite, pour le switch, donc j'ai fait avec l'année. Donc j'ai créé donc une variable année qui est égale à 2016, et suivant en fait la valeur de cette variable, bah, si on est dans le cas où l'année est égale à 2015, on va afficher bonne année 2015. Dans le cas où l'année est égale à 2016, on va afficher bonne année 2016. Et si jamais le cas était si aucun cas n'était trouvé, n'était vrai, bah on allait afficher par défaut bonne année. Donc pour la premier type de condition, bah on a bien donc la variable a n'est pas égale à la variable b, car a et b ne sont pas égaux, a égale à 1 et b égale à 2. Et ensuite, sur le cas du switch, on a bonne année est égale à 2016, car en effet, année égale 2016. Ensuite, les boucles. Donc les boucles, c'est en fait des éléments qui vont permettre en fait d'exécuter du code pendant une certaine durée. Donc vous avez trois en fait boucles différentes. Donc vous avez le while qui va vous permettre d'exécuter les instructions tant que la condition la condition en paramètre sera respectée, sera vérifiée. Vous avez le do while qui ressemble fortement au while à ceci près que le do while, le code qui est à l'intérieur sera exécuté au moins une fois avant de checker si la condition est vraie. Ensuite, vous avez une dernière instruction, donc le for, qui va vous permettre par exemple de parcourir. Et ça prend trois paramètres. Vous avez l'initialisation, la condition et la post-exécution. Sachant que l'initialisation, ça va être en fait ce qui va être fait au début donc du for. Ensuite, la condition qui va être checkée à chaque exécution donc, du code à l'intérieur du for. Et la post-exécution, donc c'est ce qui va se passer juste après que le code à l'intérieur du for soit exécuté, donc à chaque fois. Donc vous allez voir, on va avoir des exemples, ça va vous parler tout de suite. Donc pour le while, on a un exemple donc tout simple. Donc j'ai créé une variable i est égale à 0. Donc tant que cette variable i est inférieure à 5, bah en fait j'affiche le contenu de ces variables. Et je n'oublie pas bien sûr d'incrémenter le, le i. Parce que si jamais donc, je ne le faisais pas en fait, cette condition donc, telle que donc, le i est inférieur à 5 serait tout le temps respectée. Et on entrerait donc dans une boucle infinie. Notre programme ne s'arrêterait jamais. Ensuite, pour le do while, donc j'ai créé une variable à 6. Donc j'ai fait exprès parce que là, dans le while, la condition donc c'est 5. Et sachant en fait qu'on veut pouvoir vérifier si même donc, la condition donc n'est pas respectée, que le do while s'exécute bien une fois avant de checker la condition. Donc je fais ça et ensuite après l'exécution du do while, donc
j'affiche en fait la valeur de ma variable pour savoir si elle a bien été incrémentée, vu que j'ai mis le i++ ici. Le i++ qui signifie en fait incrémenter donc de 1. Ensuite pour le for, donc le for j'ai une variable i qui est d'abord initialisée à 0, donc le plus à gauche. Ensuite au milieu donc j'ai ma condition, donc le i est inférieur à 5, et ensuite j'ai ma post-exécution i++, donc à chaque exécution donc de mon code à l'extérieur de mon for, ben, i sera incrémenté à 1. Et donc dans le code du for, en fait j'affiche à chaque fois, à chaque exécution, la valeur de i. Alors pour le vrai, comme résultat, du coup on va avoir donc i égale 0, égale 1, égale 2, égale 3 et i égale à 4. Donc on voit bien que la condition donc, est bien respectée. Donc tant que i est inférieur à 5, bah, on affiche bien euh, la variable i. Ensuite, pour le do while, donc on voit bien que même si la condition n'est pas respectée, donc i inférieur à 5, bah, le code à l'intérieur du do while est quand même exécuté. Et de plus, donc la variable i est bien incrémentée, parce que du coup il y a le i++. Donc je rappelle le i++, si vous n'avez pas compris pour le while, j'ai pas précisé, mais le i++ en fait signifie qu'on incrémente la variable 1. Et pour terminer, le for. Donc le for il a à peu près donc, il a le même résultat que le while. Donc le for, il y a la variable d'initialisation, donc i est égal à 0. Ensuite on a la condition, donc i inférieur à 5. Et ensuite on a la post-exécution i++. Donc i égale 0, ça va en fait être ici, donc c'est tout au début du for, donc à la première exécution. Ensuite le i inférieur à 5, bah, en fait ce sera la condition qui sera vérifiée à chaque relancement entre guillemets donc de la boucle. Et ensuite à la fin de chaque exécution de la boucle, et ben on va incrémenter i à 1. Enfin, on va incrémenter i de 1, pardon. Voilà. Donc on a vu tout ce qu'il fallait voir donc sur les boucles, les conditions et les chaînes de caractères. Donc on introduira d'autres notions plus tard. Dans la prochaine vidéo, on va voir tout ce qui est donc tableau associatif. Et ensuite, on pourra enfin commencer à utiliser tout ce qu'on aura appris dans des exemples concrets. À bientôt dans un prochain tutoriel.